l'invité du 7-9. L'invité du 7-9 avec une réflexion sur notre société. Nous recevons ce matin Marie-Claire Faubletz, coprésidente des Assises de l'interculturalité, Bertrand Haine. Oui, professeur de droit à l'anthropologie de l'université catholique de Leuven, à la Catholique Université de Bruxelles et à l'université d'Anvers. Ça fait beaucoup. Bonjour Marie-Claire Faubletz. Bonjour. Donc c'est aujourd'hui que vous dévoilez à la presse et puis aussi à la ministre de tutelle les conclusions de ces Assises de l'interculturalité. Et je vais rappeler à l'auditeur que ce sont des assises qui ont été mises en place à la demande du gouvernement fédéral pour formuler des recommandations en vue, et là je vais citer exactement le passage, de renforcer la réussite d'une société basée sur la diversité, le respect des spécificités culturelles, la non-discrimination, etc. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire, Marie-Claire Faubletz, pour réussir une société basée sur la diversité ? Je crois que nous avons surtout réfléchi par rapport à une réalité qui est que quand on parle des minorités, nous les avons nommées pour, je dirais, avoir vraiment un terme générique, ethnique, culturelle et religieuse. On se trouve face en Belgique, après encore un demi-siècle de histoire migratoire, à un groupe vulnérabilisé d'un point de vue social et économique, et aussi, bien évidemment, avec ses spécificités culturelles et religieuses et ses aspirations identitaires propres. Et nous avons voulu vraiment œuvrer sur les deux terrains. Un groupe en particulier, vous dites ? Non, quand nous avons parlé des minorités avec tout ce que cela implique, ethnique, culturelle et religieuse, nous parlons vraiment de cette histoire d'émigration qui est en fait une histoire d'un demi-siècle maintenant en Belgique et qui regroupe donc non seulement les migrations auxquelles on pense spontanément, années 60, années 70, venant de la région de la Méditerranée, mais aujourd'hui venant en fait de toutes les aires géographiques et qui font en fait qu'on parlerait des minorités, mais toujours au pluriel. Et donc, pour revenir à votre question, c'est un projet sur un double plan. Il y a surtout, et ne pas oublier que c'est aussi un projet socio-économique d'intégration, c'est-à-dire qu'il faut faire participer ces populations, nonobstant leurs origines religieuses, nonobstant. En fait, il faudrait banaliser la diversité sur ce plan-là, et puis les spécificités religieuses, ethniques et culturelles, elles demandent une autre politique avec les mesures que cela requiert. Est-ce qu'on peut dire, sans fausser le résultat du rapport, que vous arrivez à la conclusion que actuellement ces minorités sont insuffisamment inclus ou insuffisamment intégrés, je sais pas quel terme utiliser, dans la société, et qu'il faut prendre une série de mesures pour plus les intégrer, en gros? Est-ce que c'est ça le constat du rapport, c'est qu'actuellement ces minorités sont mises de côté, sont pas reconnues? Je parlerai toujours de vulnérabiliser. Elles le sont du fait que pour certaines, et notamment celles qui sont plus récemment immigrées dans notre pays, elles sont peut-être moins préparées. Pour d'autres, il y a ce qu'on nomme le phénomène des discriminations structurelles, c'est-à-dire elles sont toujours absentes. Il y a des poches de discrimination sur le marché du travail, on les connaît. Et donc, deux types de mesures s'y prêtent. Les mesures discriminatoires ou antidiscriminatoires plutôt, il y a une batterie de mesures qui ont été prises et c'est l'implémentation, c'est elle qui est vraiment la priorité. Et puis parfois, on constate, et on n'est pas les seuls à le faire, en Belgique, mais d'autres pays font la même expérience, que les mesures classiques antidiscriminatoires ne suffisent pas et que parfois il faut prévoir des accompagnements un peu plus, je dirais, appropriés, adaptés, et on a dans notre rapport divers types de mesures que nous suggérons de prendre, qu'il s'agisse en matière de logement, de santé, d'enseignement, et donc on distingue selon les secteurs quel type d'accompagnement spécifique peuvent être prévus pour précisément permettre cette participation qui n'est pas toujours assurée uniquement grâce à des mesures traditionnelles d'antidiscrimination. C'est ça, donc vous faites une série de recommandations en plus du cadre légal qui existe déjà actuellement et des initiatives qui sont prises. On va évidemment en parler, mais est-ce que ça veut dire que le rapport finalement arrive à la conclusion que c'est à la société en général, on va dire peut-être aux majoritaires dans la société belge actuellement, de faire des efforts, de s'ouvrir aux minorités, qu'il n'y a pas d'efforts, je veux dire, intrinsèques aux minorités, que c'est pas elles qui doivent peut-être faire des efforts pour éviter le communautarisme. Je veux dire, l'effort et les mesures à prendre, elles portent essentiellement sur la société. Elles portent pas sur les minorités elles-mêmes, qui devraient peut-être, je ne sais pas, s'ouvrir ou faire un effort en particulier. Je crois qu'on pourrait peut-être, bien évidemment, reprocher au rapport de s'être mis trop à l'écoute des minorités, mais je voudrais alors rectifier ce regard. C'est ce que certains vont vous reprocher, à mon avis. Et nous sommes prêts, je dirais, à parer ce type de critique, parce que, bien évidemment, le but, c'était de
écoutés. On s'est à un certain moment comparé à un groupe de résonance. Nous nous sommes mis à l'écoute de ces minorités. Et si vous dites il y a responsabilité de part et d'autre, je crois que, en Flandre, nous en avons fait l'expérience, il y a une volonté d'intégration de la part de ces minorités. Voyez un peu comment la demande dépasse l'offre en matière de cours obligatoires en néerlandais. Donc il y a une volonté de participation. Demandez à tout nouvel arrivant, alors que le rapport ne traite pas des nouvel arrivants, mais aussi des personnes qui sont ici depuis bien longtemps, une volonté de participation sur le marché du travail, toujours désirant que leurs enfants réussissent à l'école. Tout ça, c'est des volontés. Et donc nous ne pouvons que le constater et applaudir cela. De la part de la majorité, il y a peut-être quelque chose aussi qui n'est peut-être pas voulu, mais qui est une ignorance de la réalité de ces minorités. Qu'il s'agisse de cette position très vulnérable, comme je disais, sur le marché du travail ou la position socio-économique en général, mais aussi une ignorance du contexte, de la culture, de l'origine de ces personnes qui ne transperce pas à travers, par exemple, les programmes scolaires. Où voulez-vous que des jeunes apprennent quelque chose de ces minorités si le programme scolaire ne le fait pas? Nous pensons qu'il y a effectivement de la part de la majorité quelque chose comme une nouvelle responsabilité. C'est s'intéresser intrinsèquement à ces minorités, non pas comme minorité, mais comme partie intégrante de notre société. Alors, concrètement, quand vous dites ça, vous faites ce constat, il va falloir, je veux dire, peut-être s'ouvrir, faire un effort, vous le dites comme ça. Ça voudrait dire quoi, par exemple? Symboliquement, prenons quelque chose, évidemment, qui a fortement marqué le débat ces dernières années, c'est la place des signes convictionnels, signes religieux en particulier, à l'école. Est-ce que vous estimez qu'il faut, d'abord, est-ce qu'il faut une législation? Parce qu'actuellement, les directeurs d'école font ce qu'ils veulent. Ils interdisent ou ils interdisent pas. Est-ce que vous estimez qu'il faut d'abord une législation? Mais je crois que ce qu'on nomme le port du foulard ou du voile est un catalyseur de précisément cette méconnaissance de la part de la majorité. De quoi s'agit-il? Alors, vu qu'il y a urgence, vu qu'il y a cette insécurité, que chaque directeur scolaire doit se demander quoi ou qu'est-ce, je crois que c'est clair. Il faut un cadre, et ce sera probablement un cadre décrétal, et là, le comité de pilotage s'est prononcé clairement, il faut veiller à la sécurité juridique. Alors, quel est le contenu? Donc il faut les mêmes règles pour tous, c'est ce que vous dites. Ou au moins, il faut que les directeurs scolaires sachent à quoi s'en tenir et qu'ils n'aient pas le sentiment de devoir eux-mêmes décréter la solution, et alors avec ce problème d'insécurité juridique que nous connaissons tous. Alors, par rapport au contenu, là, je respecterai quand même l'accord qu'on a que nous divulguerons la proposition au courant de la journée, mais je crois, et je peux peut-être le dire, nous avons simplement raisonné en parallèle à ce qui se fait déjà à l'âge de l'adolescence en droit dans d'autres secteurs. Nous donnons aux jeunes beaucoup de responsabilités. Pourquoi ne pourrions-nous pas, à propos de ce signe convictionnel, aussi donner aux jeunes la responsabilité, qui est partie intégrante de leur liberté de conviction, qu'elle soit religieuse ou autre? Oui, c'est ça. Sans dévoiler le rapport, ça voudrait dire que il y aurait sans doute une interdiction, et puis qu'à un certain moment, le jeune serait censé être responsable et pourrait le faire, quoi. Qu'on fait du jeune le citoyen qu'on fait de lui dans d'autres domaines du droit, que ce soit la majorité sexuelle, que ce soit la majorité pénale, que ce soit le droit d'ester en justice, et que ce soit, pensé à plus récemment, même si la parallèle est tout à fait, je dirais, déplacée, mais elle rend les choses beaucoup plus claires, qu'on réfléchit à donner aux jeunes, à l'âge de 15 ans, le droit de décider pour lui-même de l'euthanasie ou pas. Ce sont des énormes responsabilités qu'on donne aux adolescents. Alors, pourquoi pas lui donner aussi la liberté de savoir comment il s'identifie sur le plan de sa conviction. Mais ces règles, encore une fois, seraient, peu importe laquelle, mais elles seraient identiques pour toutes les écoles. En l'occurrence, vous nous dites, ce sera plus au directeur de décider si oui ou non dans son établissement il y a place pour le voile ou pas. Il reste bien évidemment que nous avons en Belgique l'enseignement public et puis les autres secteurs de l'enseignement, et que là nous devons respecter le cadre constitutionnel établi. Bien sûr. Alors autre chose de quelle on a beaucoup évoqué, ce sont les jours fériés. Les jours fériés qui sont en grande partie basés sur des événements chrétiens ou catholiques même en particulier. Alors est-ce que il faut revoir ces jours fériés, et on a évoqué cette idée à un moment donné de faire des jours fériés flottants, c'est-à-dire que en fonction de sa conviction philosophique ou religieuse, on aurait tel jour férié ou tel autre jour férié pour redonner du sens aux jours fériés. C'est aussi votre réflexion, ça? Je vais vous répondre par un petit détour. Vous me demandiez là tantôt
oui, mais est-ce que votre rapport ne va pas trop dans le sens des responsabilités de la part des minorités et qu'il n'y en aurait pas du côté de la majorité? Former société dans sa diversité, c'est-à-dire aller vers l'inclusion avec la diversité, et ça c'est clairement l'option du rapport, veut dire que nous devons aussi pouvoir et oser partager certains symboles. Et vous l'avez nommé, l'exemple, qu'est-ce qu'on fait un jour férié? En fait, on se rappelle que ce jour-là, on ne travaille pas parce qu'on a quelque chose à fêter ou à commémorer. Et je crois que ça doit effectivement être quelque chose dans lequel se reconnaît une société. On connaît les jours fériés qui finalement ne sont plus que des jours de congé, mais où la raison pour laquelle on ne travaille pas n'a plus. Et c'est là qu'on voit qu'on pourrait, je dirais, pas combler un vide, mais qu'on pourrait redéfinir un espace commun et que cela se fasse sous forme de nouveaux jours fériés. Bien évidemment, les partenaires sociaux devront en discuter. Oui, c'est à eux de décider au final. On passe par un système de journées flottantes qui est moins la symbolique collective, mais qui est la diversité dans la flexibilité. On peut imaginer beaucoup de choses, et nous en avons imaginé quelques-unes, mais donc cela fait partie de ce projet commun. Responsabilité de part et d'autre veut aussi dire oser se définir ensemble. Alors, il y avait aussi la difficile question, on l'avait évoqué d'ailleurs à l'ouverture des assises de l'interculturalité sur cette antenne, des accommodements raisonnables. Donc c'est ici c'est cet exemple canadien où on assouplit une norme afin de contrer la discrimination que peut engendrer la norme. Est-ce que, bon, alors, de manière concrète, c'est par exemple des cantines où sont autorisées de la nourriture halal, etc., ou d'autres philosophies, religions d'ailleurs, peu importe. Ici, je prends l'exemple peut-être le plus fort. Est-ce que ça aussi, en Belgique, on devrait faire, on devrait autoriser les accommodements raisonnables, Marie-Claire Faubletz? Mais je crois qu'on ne devrait pas, on le fait déjà. Quand on fait un travail de terrain, quand on enquête, comme on dit, sur le terrain, quotidiennement, dans tous les secteurs du marché du travail, les ajustements se font. Donc ce ne serait pas vraiment la révolution. La seule chose qu'on craint, c'est qu'en faisant des normes, bien évidemment, on rigide. Il faut être prudent avec ça, quoi. C'est ce que vous dites. Non, je dirais qu'on peut être très audacieux là-dedans, mais raisonnable. Eh bien voilà, Marie-Claire Faubletz, c'est notre invitée ce matin. 070 22 37 37 pour lui poser vos questions. Elle y répondra en direct tout à l'heure à 8h35.